Ce chapitre poursuit les événements du précédent où Gunko est monté à bord du navire. Désormais, cette chevalière sainte se tient juste devant Kalon, qui est alors accompagnée de Nami, Usopp, Brook et Jinbei. L'apparition de Gunko surprend tout le monde. Il se demande qui est réellement cette femme. Jinbei, ressentant quelque chose d'inhabituel en elle, avertit immédiatement ses compagnons de rester sur leur garde. D'un ton grave, il déclare « Il semble qu'elle soit l'un des cerveaux derrière le chaos qui secoue actuellement Elbaf ». Cependant, Gunko ignore les paroles de Jinbei. À la place, elle s'adresse directement à Brook, qu'elle interpelle sur un ton familier. « C'est dommage que notre rencontre doive se faire dans de telles circonstances. » Brook, bien entendu, est complètement perdu. Il ne connaît pas cette femme, sans savoir qu'elle est en réalité l'une de ses fans, passionnée par sa musique. Sans perdre de temps, Gunko sort soudain une flèche spéciale et la pointe directement vers Kalon. Elle tente de capturer le garçon. Mais Jinbei réagit avec une rapidité impressionnante. D'un geste vif, il dévie la flèche pour protéger Kalon. Voyant la situation dégénérer sur le navire céleste, Nami, Usopp et Brook lancent immédiatement une attaque contre Gunko. Mais grâce à sa vitesse et son agilité, la chevalière sainte esquive toutes les offensives. Et sans attendre, elle contre-attaque. Ailleurs, l'histoire montre la situation de Saul, Robin et Chopper, soulagés de voir que l'incendie a enfin été maîtrisé. Si le feu près d'eux avait continué à se propager, les élèves qui marchaient en dormant auraient pu être gravement blessés. Avec fierté, Chopper dit à Saul « Ce grand jet d'eau, c'est sûrement l'œuvre de notre ami Jinbei. » Saul hocha la tête en signe d'accord et répondit qu'il devait une fière chandelle à Jinbei. Sans son aide, il n'osait imaginer ce qui serait arrivé aux élèves. Cependant, Saul comprit que leurs ennuis n'étaient pas terminés. Il devait encore trouver un moyen d'arrêter les élèves en marche. Il pouvait utiliser une corde pour les tirer un à un, ce qui était relativement sûr, car ses mains ne seraient pas blessées par les mystérieuses épines cachées sur leur corps. Mais cette méthode s'avérait inefficace, car une fois tirés en arrière, les enfants recommençaient à avancer automatiquement. Conscient de cela, Saul devait vite trouver une autre solution avant que les élèves ne s'éloignent davantage. Robin déclara alors d'un ton sérieux. La meilleure façon de les arrêter, c'est de trouver et vaincre la personne qui les contrôle. Elle décida de partir à la recherche de cette personne avec Chopper, tandis que Saul devait continuer à suivre les élèves pour veiller sur eux. Tous deux se mirent immédiatement en route. En chemin, Chopper demanda à Robin « Pourquoi Jinbei n'est-il toujours pas apparu? N'était-ce pas lui qui avait éteint l'incendie tout à l'heure ?» Robin soupira un instant avant de supposer « Peut être qu'en ce moment, Jinbei et les autres sont en train de combattre un ennemi. » Chopper, un peu confus, posa une autre question. « Pourquoi tu dis un ennemi? Il y en aurait plusieurs ?» Robin hocha la tête et expliqua. « Vu le chaos et toutes les choses étranges qui se passent, il est très probable qu'il y ait plus d'un ennemi là-bas. Il est impossible que tout cela soit l'œuvre d'une seule personne. » Pendant ce temps, à l'endroit où se trouvent Somers et Killingham, ils continuent d'observer la situation à distance. Gillingham fit un commentaire. « On dirait que Gunko est trop impatient d'entrer en action. Il est parti affronter les ennemis sans même attendre. » Somers répondit calmement. « À mon avis, ce n'est pas encore le moment d'agir. Plutôt que de vaincre nos ennemis trop vite, je préfère jouer avec la situation et les plonger dans le désespoir. Au final, ils seront incapables de sauver les enfants géants. » Comme on le sait, Somers est un personnage cruel qui prend plaisir à voir les autres souffrir dans le désespoir. Killingham sourit alors et dit « Ne t'inquiète pas, les ennemis ne seront pas vaincus aussi facilement. N'oublie pas que ceux que Gunko affronte en ce moment font partie de l'équipage du chapeau de paille. » Killingham avait également remarqué que celui qui avait éteint les flammes plus tôt était Jinbei, un ancien Shichibukai reconnu pour sa puissance. Cela signifiait que le combat entre Gunko et eux ne se terminerait pas de sitôt. En entendant cela, Somers se souvint de qui était Jinbei et déclara avec enthousiasme « Dans ce cas, les choses deviennent encore plus intéressantes. Avec l'implication des pirates au chapeau de paille, ce jeu sera bien plus palpitant que je ne l'imaginais. » Killingham acquiesça. « En effet, notre petit jeu à Elbaf ne sera pas aussi ennuyeux que ce que je pensais au départ. » Il ajouta ensuite « Si un empereur comme Luffy au chapeau de paille s'en mêle, la situation deviendra beaucoup plus excitante. » Jusqu'à présent, Killingham n'avait entendu parler de la puissance des Yonko qu'à travers les journaux et les récits des autres. Il n'avait encore jamais affronté l'un d'eux en personne. Ainsi, si Luffy venait vraiment à intervenir dans ce chaos, Killingham y voyait une occasion en or de vérifier par lui-même si la force d'un empereur était à la hauteur de sa réputation. Somers sourit et dit « Bonne idée, mais j'ai l'impression que Luffy ne se trouve pas encore dans les environs de l'école. » Les deux hommes se demandèrent alors où pouvait bien être le chapeau de paille. Étrangement, jusqu'à présent, Luffy ne s'était toujours pas montré, alors que les rumeurs de ce chaos s'étaient déjà répandues dans tout Elbaf.
En changeant de lieu, on découvre le monde souterrain, où Luffy, Zoro et Sanji se trouvent toujours aux côtés de Loki, Hajrudin et leurs compagnons. La raison pour laquelle Luffy n'est pas encore apparu dans la zone chaotique de l'école des Morses est que la nouvelle de l'incident ne s'est répandue que dans une petite partie du monde du soleil. Pendant ce temps, Luffy est encore dans le monde souterrain. Là-bas, on voit que Luffy et Loki ont bien mangé et sont rassasiés. Luffy poursuit alors sa conversation avec Loki et lui demande plus d'informations sur le pirate qu'il admire. Dans le chapitre précédent, Loki n'avait pas encore révélé le nom de cette personne à Luffy. Cette fois, Loki finit par le dévoiler. Il s'appelle Rox D. Xebec. Luffy semble confus et dit qu'il ne connaît pas ce nom. Loki lui explique alors « C'est normal que tu ne connaisses pas. Le gouvernement mondial a tout fait pour cacher l'histoire et les faits concernant Rox D. Xebec. Il avait une idéologie très dangereuse, et ils ne veulent pas que quelqu'un essaie de suivre ses traces. » De plus, Loki ajouta que les anciens membres de l'équipage des Rox parlaient rarement de leur passé au sein de l'équipage des pirates Rox. En conséquence, peu de personnes de la nouvelle génération savaient réellement qui était Rox D. Xebec. Cependant, Loki révéla ensuite quelque chose de surprenant. En réalité, Luffy a déjà rencontré plusieurs anciens membres de l'équipage des Rox. Parmi eux, Barbe Blanche, Kaido et Big Mom. Luffy, choqué, répondit « Quoi ? Alors ils faisaient tous partie de l'équipage de Rox D. Xebec ?» Luffy se souvenait parfaitement de sa rencontre avec Barbe Blanche pendant la guerre de Marineford. Il se rappelait aussi très bien de ses affrontements contre Big Mom, que ce soit à Whole Cake Island ou à Wano. Et surtout, il n'oublierait jamais Kaido, l'adversaire le plus puissant qu'il ait jamais combattu lors de la grande bataille d'Onigashima, qu'il avait fini par vaincre. Luffy réalisa alors que ces trois capitaines redoutables avaient tous été, autrefois, sous les ordres d'un seul et même homme. « C'est inimaginable. À quel point Rox D. Xebec devait être puissant » murmura Luffy, les yeux brillants de curiosité en pensant à cette figure légendaire. Luffy dit alors « C'est un peu dommage que le nom de Rox D. Xebec dont tu parles soit inconnu de nos jours. Pourtant, d'après ce que j'ai entendu, c'était quelqu'un de vraiment incroyable. » Puis, Luffy réalisa quelque chose et ajouta « La personne que tu viens de mentionner a une initiale D dans son nom, tout comme moi. » Loki hocha la tête et expliqua « Exact. Il semble que toi et Xebec faites tous deux partie de ces mystérieuses personnes portant le D. Mais même si vous avez la même initiale, vos noms viennent de familles différentes. Tu es Monkey D. Luffy, tandis que lui, c'était Rox D. Xebec. Ils viennent donc de lignées différentes, bien qu'ils partagent l'initiale D. Loki avoua ensuite qu'il a toujours été intrigué par la signification réelle de cette lettre D. Pourtant, jusqu'à maintenant, il n'a pas encore trouvé la réponse. Luffy éclata alors de rire et dit « En tant que porteur du D, moi non plus je ne sais rien sur ce que ça veut dire. » Dans son cœur, Loki pensait qu'il y avait quelque chose d'intriguant chez Luffy. Depuis tout à l'heure, il ressentait une aura semblable à celle qu'il avait déjà perçue chez Xebec. Quand Loki était encore enfant, il avait senti une pression intimidante, extrêmement puissante, émanant de Xebec. Et maintenant, en observant Luffy, cette aura familière semblait réapparaître. Surtout lorsque Luffy s'était mis en colère après que Loki ait insulté Shanks en le traitant de lâchesse, à ce moment-là que Luffy a dégagé une pression terriblement intimidante. Cependant, il y avait une différence. L'aura intimidante de Xebec était constante, comme s'il projetait en permanence une pression qui terrifiait tous ceux autour de lui. À l'inverse, celle de Luffy n'apparaissait que lorsqu'il était en colère. En temps normal, son aura semblait plus calme et chaleureuse. Loki se dit alors intérieurement « Il semble que le potentiel de Luffy soit presque équivalent à celui de Xebec. Je ne dois surtout pas le mettre en colère. » Il poussa un soupir et déclara finalement « Il faut croire que les personnes avec l'initiale de sont vraiment spéciales. » Dans son cœur, Loki espérait « Si seulement je faisais moi aussi partie de la famille des deux. » En constatant que l'aura de Luffy et celle de Xebec présentent de nombreuses similitudes, Loki commence à penser que les lignées des familles Monkey et Rox pourraient être plus proches qu'il ne le pensait. Même s'ils viennent de lignées différentes, il y a quelque chose dans leur sang qui les rend semblables. L'histoire continue en montrant un combat intense entre Gunko et une partie de l'équipage des Chapeaux de Paille. Le navire nuage sur lequel ils se battent est désormais gravement endommagé. Face à une situation de plus en plus dangereuse, Colon, Jinbei, Nami, Usopp et Brook sautent rapidement sur une grosse branche pour se mettre en sécurité, tandis que le navire finit par s'écraser. Cependant, Gunko reste dans les airs. Grâce au pouvoir de ses flèches marquées, elle démontre clairement sa supériorité au combat. « Cette femme est vraiment trop forte », se plaint Usopp, accablé par la puissance de Gunko. Mais en même temps, il se sent soulagé de ne pas devoir l'affronter seul. Peu de temps après, Gunko attaque à nouveau. Cette fois-ci, elle utilise une puissante technique issue du pouvoir d'Aroharumi, transformant ses flèches en projectiles géants qu'elle lance directement sur eux. Ne restant pas les bras croisés, Jinbei, Nami, Usopp et Brook contre-attaquent immédiatement avec leur meilleure technique,
Jinbei utilise alors une puissante technique de karaté homme-poisson. Nami libéra la foudre de Zeus pour frapper la gigantesque flèche. Usopp tira un pop green qui déclencha une puissante onde de choc. Brook brandit son épée avec sa technique de tranche gelée pour geler l'attaque de Gunko. Lorsque leurs attaques se croisèrent dans les airs, l'impact fut si intense qu'il secoua toute la zone de combat. L'explosion d'énergie qui s'ensuivit attira l'attention de nombreuses personnes. Robin et Chopper, en pleine recherche du responsable de ce chaos, furent immédiatement surpris en entendant ce vacarme assourdissant. Saul, qui tentait de suivre les enfants géants, réagit également face à la puissance de cette collision. Somers et Killingham, qui observaient de loin, virent l'immense explosion. Somers éclata de rire et dit « On dirait que ce combat devient de plus en plus intéressant. » Même Gaben et les pirates guerriers, pourtant situés assez loin du lieu du combat, ont ressenti l'impact de ce qui se passait. Grâce à son puissant haki de l'observation, Kenbun Shoku Haki, Gaben a pu sentir que Kalon se trouvait en plein cœur de la bataille. Nous devons vaincre immédiatement les monstres qui apparaissent ici et nous diriger sans tarder vers la zone de l'école Walrus, cria Gaben à ses compagnons. La situation à l'école Walrus devient de plus en plus tendue et il semble qu'une grande bataille ne fait que commencer, voilà peu, être une petite théorie sur ce qui pourrait se passer dans le chapitre 1146. Et vous, qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.